Devant eux s'étendait désormais un couloir beaucoup plus large, formant un coude à angle droit quelques pas plus loin. Les parois, nues et lisses, toujours en béton, rappelaient celles d'un sous-sol ou d'une chaufferie. D'ailleurs, la chaleur venait d'augmenter, étouffante et humide, comme dans une serre. Par endroits, des ouvertures qui devaient autrefois être également équipées de portes s'ouvraient sur des ténèbres plus épaisses encore. Les rares ampoules disséminées çà et là étaient toutes éteintes. L'unique et faible source de lumière orangée dans laquelle baignait le couloir et qui permettait à peine d'y voir clair, provenait visiblement de quelque part en amont du coude. De la même direction émanait un bourdonnement sourd, comme un chœur psalmodiant ou de lointains éclats de voix. Rainer, de plus en plus inquiète, fit signe aux deux autres de rester à distance. Elle défit le velcro de son holster et sortit son arme, qu'elle attrapa à deux mains. Prudemment, elle lança un appel radio, mais cette dernière ne laissait plus à présent échapper que des parasites. Après un soupir de dépit, la policière avança précautionneusement, son pistolet pointé vers le bas, mais prêt à réagir au moindre mouvement suspect. Le trio longea le mur jusqu'au tournant. Jetant un coup d'œil dans l'angle, Rainer aperçut la continuité du corridor. Tout paraissait calme. Toujours des cadres de porte donnant sur le noir, des ampoules éteintes et la même atmosphère orangée, sans source apparente. Cependant, cette fois, le couloir avait plusieurs embranchements, à droite et à gauche. La policière indiqua que tout allait bien à Bob et à Estelle. Le petit groupe erra un moment dans ce dédale de parois de béton, tentant du mieux qu'il le pouvait de suivre les voies et l'origine de la lumière. L'agent Rainer restait sur le qui-vive. Elle avait plusieurs fois tenté de rappeler à travers la radio, mais elle restait silencieuse. Et être seule sous terre, dans ce soubassement inquiétant, avec deux personnes sous sa responsabilité, la mettait encore plus mal à l'aise. Elle n'avait pas imaginé que les événements tourneraient ainsi et ne se sentait pas suffisamment expérimentée par rapport à la situation. Elle ferait de son mieux, mais que se passerait-il si elle perdait son sang-froid ou cédait à la pression ? Et l'oppressante chaleur qui pesait ici ne faisait rien pour arranger les choses. Alors qu'elle tentait de calmer ses pensées et qu'il s'engageait dans un énième couloir aux façades grises, elle se figea soudain, immédiatement imitée par Bob et Estelle. Elle crut tout d'abord que ses yeux lui jouaient des tours, mais leva rapidement son arme, quand elle fut persuadée que ce qu'elle voyait était réel. À quelques mètres de là, plantée au milieu de la coursive, une femme les regardait. Elle était visiblement nue et tenait un genre de long couteau dans la main. La lueur orangée faisait contre-jour de sorte que les traits de la personne n'étaient pas discernables. Estelle ne put cependant s'empêcher de crier le nom de sa fille. Bob la retint à nouveau pendant que l'agent Rainer, tenant la femme en joue, lui ordonnait de lâcher son couteau et de se rendre immédiatement. Mais la figure ne bougeait pas. Des gouttes de sueur perlaient sur le front de la policière, qui continuait d'invectiver l'inconnu. Elle allait lui lancer une dernière sommation, mais n'eut pas le temps, pas plus qu'elle n'eut le temps d'ouvrir le feu. Avec une rapidité fulgurante, la silhouette féminine s'était élancée vers le trio, et avant même qu'elle ne réalise quoi que ce soit, elle avait tranché la gorge de la policière d'un seul coup de poignard. Rainer écarquilla les yeux et lâcha son pistolet pour porter ses mains à sa gorge. Un flot de sang s'écoulait entre ses doigts et elle tomba à genoux, d'affreux gargouillis sortant de sa bouche. Estelle et Bob, effarés et choqués, ne purent qu'éviter de justesse un nouvel assaut de leur agresseur. La lame du couteau entailla tout de même le bras de Bob qui hurla sous la douleur et la frayeur. L'inconnu releva la tête et Estelle put alors constater avec horreur qu'il s'agissait bien de sa fille Daphné. Incapable d'assimiler ce qu'elle venait de vivre, c'est son instinct de survie qui prit le dessus. Elle tira Bob en arrière, ce dernier faillit trébucher et les deux aînés se rentrèrent dedans avant de se retourner et de s'enfuir en sens inverse. Ils coururent aussi vite que leur corps le leur permettait, Bob appuyant sur sa blessure.
Mais après un instant, Estelle jeta un regard en arrière. Il n'y avait plus personne. Daphné et l'agent Rainer avaient toutes deux disparu. Seule la flaque de sang maculant le sol et l'estafilade sur le bras de Bob témoignaient des affreux événements qui venaient de se produire. Tremblants, traumatisés et essoufflés, Estelle et Bob n'avaient plus en tête qu'une seule idée : sortir de là. Estelle ne comprenait plus rien, et honnêtement, son esprit n'était pas en état de gérer cela. Il fallait qu'elle se concentre sur ce qu'elle pouvait faire. Elle devait bien pouvoir avoir le contrôle sur quelque chose. Bob, il fallait le soigner, ça, elle pouvait le faire. Elle déchira son châle en lanière et appliqua un pansement de fortune sur la blessure. Bob grimaça, mais il en avait vu d'autres. Ils restèrent assis contre le mur quelques minutes afin de reprendre leur souffle. Quand ils furent à nouveau en mesure de parler, Bob remercia Estelle pour le bandage. Il lui demanda aussi ce qu'elle comptait faire maintenant. Estelle était impressionnée par sa pondération. La chaleur, la douleur et les efforts le faisaient suer à grosses gouttes, mais ses yeux et sa voix trahissaient un calme stoïque. Le regardant un instant sans rien dire, elle raffermit sa détermination et déclara qu'il ferait une chose après l'autre. Il chercherait des explications, pour autant qu'il y en ait, plus tard. Le vieil homme approuva en se relevant douloureusement. D'abord partis pour retrouver le chemin par lequel ils étaient venus, les deux aînés avaient vu leur plan changer à l'entente d'un nouveau cri d'enfant, cette fois beaucoup plus proche. À nouveau, ils avaient opté pour suivre la lancinante psalmodie et la lumière orange. Au gré des coursives, ils tournèrent à droite, à gauche, entrèrent dans des pièces entièrement vides et sombres, évitèrent des tuyaux au sol, rebroussèrent chemin, le tout sous la menace constante de Daphné qui rôdait quelque part dans ce labyrinthe. Estelle, bien que concentrée sur la récupération de sa petite fille, ne pouvait s'empêcher de penser à Daphné. Mais qu'est-ce qui lui avait pris ? Quel démon avait pris le contrôle du corps de sa fille chérie ? Et Réa et Pierre, où étaient-ils ? Les larmes lui montèrent plusieurs fois aux yeux et Bob fut à chaque fois présent pour l'aider à garder la tête froide. Il ne disait rien, mais sa présence rassurante l'empêchait de perdre pied. Elle devait rester focalisée sur Réa. À mesure qu'ils progressaient dans les couloirs, la chaleur les oppressait de plus en plus et l'épuisement les guettait. Néanmoins, ils progressaient. Le chœur de voix se faisait entendre plus clairement. Par crainte de tomber sur quelqu'un, le duo redoubla de prudence. Ils se mirent à raser les murs et ralentirent l'allure pour faire le moins de bruit possible. Ils restaient sur leur garde. Après encore un moment à suivre le son qui s'intensifiait, ils finirent par se retrouver devant un autre cadre de porte. Contrairement au précédent, celui-ci ne donnait pas sur du noir, mais sur une gigantesque pièce baignée d'une lumière rouge. Au-dessus de l'ouverture trônait un symbole moulé dans le béton, une tête de femme grimaçante entourée de serpents grouillants. Estelle reconnut Méduse, la gorgone mythologique. De là où ils étaient, ils pouvaient sporadiquement voir des individus provenant de différents corridors, traverser le seuil et pénétrer dans la pièce. Après une courte concertation, les deux aïeuls tentèrent le tout pour le tout. Ils attendirent le moment opportun et une fois sûrs de ne pas être vus, ils se faufilèrent eux aussi à travers le seuil. D'un pas peu rassuré, Estelle entra la première. La pièce était gigantesque, apparemment circulaire, tellement haute qu'elle n'en discernait pas le plafond. De larges lampes rectangles, encastrées dans le sol, diffusaient une lumière rouge comme dans une chambre noire. Les individus qu'ils avaient vus entrer étaient assis ou en train de s'asseoir sur des gradins qui longeaient la quasi-intégralité des murs. De gigantesques bas-reliefs à l'effigie de la Gorgone ornaient les murs au-dessus des estrades. Les rangs étaient clairsemés. Il était difficile de déterminer le nombre de personnes présentes, car la pièce était si grande que l'on n'en voyait presque pas l'autre côté. Ils étaient répartis seuls ou en petits groupes, dans l'intégralité des estrades de pierre. De ce fait, il y avait beaucoup d'espaces vides,
À intervalles réguliers entre les gradins, Estelle devinait d'autres entrées par lesquelles passait un flot régulier d'hommes et de femmes. Absolument personne ne semblait prêter attention à Bob ou Estelle. Désireux de garder l'avantage de cet anonymat, ils suivirent le mouvement et s'installèrent à leur tour sur les gradins les plus proches, l'un à côté de l'autre, et le plus loin possible de tout participant, mais au plus près de la sortie en cas de besoin. Ne sachant quoi faire d'autre, Estelle observait, ébahie. L'atmosphère était vraiment singulière, envoûtante, presque mystique. Tout cela lui évoquait clairement l'image d'un rituel satanique ou un autre culte sectaire. Cette idée la terrifia. Elle était là sous terre, dans une pénombre rougeâtre, entourée de cultistes dépravés et dans l'attente de Dieu sait quelle cérémonie occulte. Le son qu'ils avaient suivi provenait clairement de cette salle et lui rappelait véritablement un chœur religieux. Curieusement, elle n'arrivait pas à le voir ni à le localiser précisément, augmentant encore son anxiété. Elle attrapa la main de Bob et la serra. Lui aussi regardait de tous côtés, incrédule et fasciné. La plupart des autres personnes étaient vêtues légèrement. Certaines étaient nues ou à moitié nues. Il y avait des hommes et des femmes, tous d'un certain âge. De ce qu'il voyait, les gens ici avaient tous au moins la quarantaine, mais une partie d'entre eux était bien plus âgés. Bob discernait par endroits des masques à oxygène et des chaises roulantes. D'aucuns échangeaient à voix basse, d'autres restaient silencieux, les yeux fixés sur le centre de la pièce. Ce centre, occupé par un large objet que Bob ne pouvait définir que comme un genre d'autel. Il était visiblement en pierre ou en béton et couvert de gravures impossibles à identifier d'aussi loin. Il régnait une ambiance d'attente, comme le calme avant la tempête. La tension s'accumulait alors que les gradins se remplissaient, et il fallut un moment à Estelle pour se rendre compte que le chant du chœur invisible avait peu à peu gagné en volume, rejoint par bon nombre de participants dans les estrades. C'en était presque assourdissant. Estelle serra un peu plus la main de Bob. Elle était presque certaine d'avoir reconnu des visages familiers dans le lot des participants à cette messe ignoble. Le couple qui venait de passer devant eux était, elle en était sûre, le frère de son mari ainsi que son épouse. Ceux-ci n'avaient même pas tourné la tête vers elle. L'avaient-ils reconnu? Elle n'en savait rien. Ces gens, défortunés, avaient toujours été hautains et méprisants. En fait, elle ne les avait rencontrés qu'en quelques rares occasions. En face d'eux, à peine discernable de l'autre côté de la salle, elle était persuadée d'avoir vu s'asseoir une cousine éloignée de son mari, issue de la branche grecque, Marissa ou Marika, quelque chose comme ça. Mais là-bas, ce petit vieux avec sa bonbonne d'oxygène, c'était un grand-oncle ou quelque chose comme ça, lui aussi de la branche grecque. En fait, cette assemblée était parsemée de membres de sa belle famille. À ce niveau-là, elle ne savait plus si elle rêvait ou si tout était réel. Son esprit s'embrumait peu à peu sous l'effet de la chaleur, de la lueur rouge et du chant hypnotique qui continuait de gagner en puissance. La seule chose qui la raccrochait à la réalité, c'était la main de Bob à laquelle elle continuait de s'agripper. Puis, d'un seul coup, le silence se fit. Les regards se tournèrent tous vers l'autel, ceux d'Estelle et Bob aussi. Sortie de nulle part, Daphné était là, debout derrière l'autel et habillée d'une large cape noire. Estelle tenta de se relever, mais Bob l'en dissuada en lui tirant le bras. Elle se rassit et assista impuissante à ce qui suivit. Daphné fit plusieurs fois le tour de l'autel de pierre, marmonnant des paroles incompréhensibles d'une voix gutturale qui donna des frissons à Estelle. La jeune femme se retrouva à nouveau derrière l'autel, où elle ôta son manteau, dévoilant ainsi son corps nu. Estelle put voir avec épouvante la multitude de coupures et d'entailles qui parcouraient désormais la chair de sa fille, formant d'affreux glyphes sanglants. Daphné criait désormais, elle invoquait des noms immémoriaux, des forces antiques, et effectuait de grands gestes avec les bras, projetant des gerbes de sang alentour. Les seuls mots qu'Estelle parvint à comprendre de ce soliloque dément furent « La porte s'ouvre, la porte s'ouvre ».
Comme pour répondre à cette incantation monstrueuse, une acclamation impie partit à l'unisson des gradins et s'intensifia encore lorsque Daphné se pencha puis se releva en tenant quelque chose dans ses bras. Le cœur d'Estelle bondit dans sa poitrine en voyant le corps de sa petite Rhéa, visiblement inconsciente. Des larmes coulèrent des joues de la vieille femme, qui ne put retenir un cri alors que Daphné déposait sa petite fille sur l'autel avant de se saisir du long poignard. Cette fois, Bob ne la retint pas. Au contraire, tous deux se mirent à hurler à tue-tête en tentant de dévaler les gradins. La clameur alentour couvrait leurs hurlements, mais rapidement, les cultistes se rendirent compte que quelque chose clochait. Alors que les deux aïeuls poussaient et bousculaient tous les corps, habillés ou nus, qui les empêchaient d'atteindre l'autel, la foule fut saisie d'un mouvement de repli. La pièce commença à se vider, par endroits dans la précipitation, mais ailleurs dans le plus grand des calmes. Au final, Estelle perdit Daphné, l'autel et Rhéa de vue, dissimulés par les mouvements des participants qui quittaient les lieux dans la précipitation. Elle avait lâché la main de Bob et tous deux furent séparés. Estelle était en larmes et continuait désespérément de hurler en se frayant un chemin vers le centre de la salle. Quand elle l'eut atteint, l'immense pièce avait été désertée. Daphné avait à nouveau disparu, mais pas Rhéa. La petite fille était toujours allongée sur l'autel de pierre. Estelle la prit en sanglotant dans ses bras. La petite ne bougea pas. Estelle la prit par les épaules, la suppliant de se réveiller. Bob hurlait quelque chose qu'Estelle n'arrivait pas à comprendre. Soudain, Rhéa toussa, projetant des gouttelettes de sang sur le visage de sa grand-mère. La petite se mit à gémir, et Estelle pleura de plus belle. Il fallait la sortir d'ici. Bob souleva délicatement l'enfant et se mit prestement en route. Ils sortirent par là où ils étaient entrés, puis s'ensuivit une course éperdue à travers le dédale de boyaux. Le trajet retour fut flou pour Estelle et Bob, le duo tournant à gauche puis à droite, rebroussant chemin devant des impasses, évitant des tuyaux au sol. Heureusement, Bob ne bronchait pas. Il portait la petite Rhéa, dont les faibles soubresauts lui rappelaient constamment l'urgence de trouver une issue. Cette fois, ils tentèrent de trouver un courant d'air ou un bruit d'extérieur à suivre, et tant bien que mal, ils finirent devant la porte métallique qui les avait conduits jusqu'ici, puis au pied des escaliers interminables. Estelle craignait déjà la montée de ces incalculables marches, aussi pria-t-elle Bob de lui laisser la petite et de filer, lui qui était plus en forme, chercher de l'aide à la surface. Le vieil homme s'exécuta et s'élança rapidement dans les ténèbres des escaliers. Bientôt il disparut totalement. Après un temps qui parut étonnamment court à Estelle, ce furent plusieurs faisceaux de lampes torches qui apparurent devant elle. Elle entendait de nombreuses voix et les bruits de nombreuses bottes qui accouraient vers elle. Elles étaient sauvées. Le visage barbu d'un urgentiste apparut devant elle et lui enleva Rhéa des bras pour la remonter à la surface. Il beuglait à ses collègues de sortir un défibrillateur, de l'adrénaline et d'autres choses qui terrifièrent Estelle. Un autre homme et une jeune policière la saisirent par les bras pour l'aider à remonter les quelques marches restantes. Pendant que les secouristes tentaient de toute leur force de ranimer la petite Rhéa, Estelle s'effondra sur l'herbe humide et sombra dans l'inconscience sous les cris paniqués de ses sauveteurs. Elle passa 3 jours dans le coma, à l'hôpital régional de Shanguénon, avant de se réveiller. Son traumatisme l'empêcha d'assimiler les faits durant encore 1 semaine. Et ce n'est que plus tard qu'Estelle entendit l'intégralité de l'histoire, de la bouche des inspecteurs qui enquêtaient sur la disparition de l'agent Rainer. Pendant son séjour sous terre, Pierre avait été retrouvé, en vie, mais pas entier. Il avait été gravement mutilé. Ses bras et ses jambes avaient été coupés, ses yeux et sa langue arrachés. Ses blessures avaient cependant été cautérisées et bandées afin de le maintenir en vie. Personne ne comprenait comment cela avait été possible, mais Pierre avait été déposé dans la baignoire du bungalow en toute discrétion, le symbole de la méduse gravé à même la chair du torse. Lui aussi était à l'hôpital, en soins intensifs, à 2 étages au-dessus d'Estelle. Son état était stable, mais en vérité, il n'était plus qu'un tronc aveugle et muet. Elle pourrait aller le voir,
dans quelques jours si elle en avait envie. Quant à cette pauvre Réa, sa blessure était trop grave. Aucune tentative de réanimation n'avait pu la sauver et les médecins estimaient qu'elle était sans doute déjà morte au moment où les sauveteurs l'avaient sortie du bunker. Toutes ces horribles nouvelles manquèrent d'achever la vieille dame. Quand les policiers lui apprirent ce qui s'était passé, elle faillit faire une crise cardiaque et au final, elle se demandait s'il n'aurait pas mieux valu ainsi. Mais elle n'avait pas été élevée comme ça. À présent, les recherches se concentraient sur Daphné, accusée de plusieurs meurtres, dont celui de sa propre enfant. La jeune femme s'était volatilisée, à l'instar de toutes les personnes présentes dans le bunker. Lorsque les policiers avaient exploré les souterrains, ils avaient découvert la salle et l'hôtel, des traces de sang, celui de Daphné, celui de l'agent Rainer et d'autres encore, ainsi que le long couteau décrit par Bob et Estelle. Il n'y avait eu aucune arrestation, mais la police était certaine d'avoir affaire à un genre de culte secret basé sur de la pensée magique, des sacrifices humains et des rituels de sang. La secte n'avait presque rien laissé derrière elle, si ce n'est quelques gravures et bijoux évoquant un culte d'inspiration grecque voué aux gorgones ou à des êtres similaires. Des mandats avaient été lancés pour interroger la belle famille d'Estelle, mais jusque-là, rien de constructif n'en était ressorti. La police était embourbée dans des procédures juridiques et des notions d'accords internationaux. Le parc nature de la Louvière avait été fermé sur le champ et jusqu'à nouvel ordre, même si le propriétaire niait toute connaissance de ces infrastructures souterraines. Il avait été impossible de retracer l'origine du courant électrique ou même un historique de construction. Mais de toute façon, la vieille femme n'en avait cure. Anéantie, Estelle envisagea de mettre fin à ses jours, se jeter par la fenêtre ou s'ouvrir les veines. Mais grâce à un soutien psychologique intensif et aux visites quotidiennes de Bob, elle renonça à cette idée. Après tout, elle n'avait pas été élevée comme ça. Quand elle en eut l'occasion, elle put également aller voir Pierre, toujours aux soins intensifs. Incapable de voir ou de parler, et fortement sédaté, le jeune homme ne sembla même pas remarquer sa présence. Sa femme venait d'assassiner leur enfant après tout. Des hommes plus durs auraient perdu la tête pour moins que ça. Le temps qu'elle passa à alité, Estelle ne put se sortir ce visage grimaçant, entouré de serpents de l'esprit. En plus du deuil, elle était maintenant assaillie de questions et était persuadée que certaines réponses se terraient dans sa mémoire. Ce symbole, par exemple, elle ne l'avait pas vu que dans des livres. Elle se rappelait l'avoir aperçu chez ses beaux-parents, des décennies auparavant, gravé sur un mur. Elle se rappela aussi les oncles et tantes éloignés, les différents familiaux qui avaient déchiré la famille de son mari, et toutes les lettres qu'ils lui avaient envoyées dans leur jeunesse. Nicolas était un épouvantable romantique, et la plupart de ses lettres étaient des déclarations à l'eau de rose. Néanmoins, il lui semblait qu'elles contenaient également des mises en garde quant à sa propre famille. Sur le coup, elle avait mis cela sur le compte de la bravade de jeunesse, mais aujourd'hui, après ce qui s'était passé, ces mises en garde lui semblaient bien plus terre à terre. Nicolas avait-il rompu les liens avec sa famille à cause de ce culte ? Estelle espérait avoir conservé ses lettres et pouvoir les retrouver pour en avoir le cœur net. Et Daphné, sa chère petite Daphné, elle ne pouvait croire qu'elle avait agi de son plein gré. Estelle était pleine de colère mais aussi d'inquiétude. Ce qu'elle avait commis était impardonnable, mais Daphné restait son petit bébé. Elle l'avait porté, baptisé, élevé. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle s'était fait, pourquoi ? Une dizaine de jours plus tard, c'est la sœur de Pierre et la cousine d'Estelle qui vinrent les aider à quitter l'hôpital pour retourner chez eux. À présent, il n'y avait plus beaucoup de familles sur qui compter, et les membres restants ne savaient pas vraiment comment réagir vis-à-vis d'eux. Estelle ne pouvait pas leur en vouloir et était même reconnaissante aux deux femmes de les avoir conduits jusqu'à la maison de Pierre et de Daphné. Ils n'allaient pas y rester longtemps, et des infirmiers passeraient tous les jours pour les aider, mais il fallait bien que la vie reprenne son cours. Il avait été décidé qu'Estelle emménagerait quelque temps avec son beau-fils pour organiser la maison et mettre ses affaires en ordre. Bob, qui n'habitait qu'à quelques kilomètres,
leur apporterait également son aide et séjournerait lui aussi quelque temps chez Pierre. Revenir au village avait déjà éveillé des sentiments étranges, mais c'est en passant la porte d'entrée qu'Estelle fut véritablement chamboulée. Tout était resté en l'état. Il y avait des vestes et des manteaux suspendus, et des jouets de la petite éparpillés sur le sol du salon. Elle avait l'impression de s'éveiller d'un épouvantable cauchemar et que tout reviendrait désormais à la normale. Mais il n'en serait rien, plus jamais. Estelle n'eut pas le courage de monter à l'étage, là où se trouvaient les chambres. De toute façon, Pierre ne pourrait pas y accéder. Ce dernier, par ailleurs, n'avait toujours pas manifesté la moindre émotion. Assis sur sa chaise roulante et couvert de bandages, il faisait plus penser à un grotesque bibelot qu'au propriétaire des lieux. Bob l'installa près d'une fenêtre et retourna à l'extérieur pour décharger la voiture. À la tombée de la nuit, il avait fini d'installer le lit médical de Pierre et descendu plusieurs matelas du premier étage. Les ayant posés sur des sommiers rapportés depuis chez lui, il rejoignit Estelle dans la cuisine. Ils discutèrent un bon moment. Estelle lui raconta des anecdotes sur la famille et la demeure, sur le village. Cela lui faisait du bien de se confier autour d'une tasse de thé, et Bob était en quelque sorte devenu un membre de la famille. Il l'écoutait depuis plusieurs minutes quand il remarqua quelqu'un par la fenêtre. À travers la vitre, il pouvait apercevoir un homme debout sur le trottoir d'en face, fixant intensément la maison. En y regardant de plus près, il repéra plusieurs autres personnes, hommes et femmes, qui s'étaient rassemblés aux alentours et regardaient elles aussi la maison. Dans la pénombre, il peinait à reconnaître les individus, mais il finit par forcer Estelle à se retourner et regarder aussi par la fenêtre. Parmi les badauds, plantés de l'autre côté de la route, il venait de reconnaître le visage de plusieurs cultistes. Quant à elle, Estelle reconnut Rudy le voisin, mais elle ne lui avait jamais vu un air aussi étrange. Le temps était comme suspendu. Un silence de mort régnait dans la maison mais aussi dans la rue. Abasourdi, Bob allait se ruer sur son téléphone lorsqu'un cri atroce poussa les deux aînés à se précipiter au salon. Ils eurent un mouvement de recul en pénétrant dans la pièce sous l'effet de la lumière et de la chaleur. Dans sa chaise, Pierre avait pris feu. Des langues de flammes bleues et oranges léchaient ses bandages et carbonisaient ce qu'il restait de son corps. Le malheureux se tordait de douleur en hurlant. Pour Estelle, le plus atroce fut cependant les dernières paroles, ou plutôt les derniers cris de Pierre. Dans son agonie, et malgré sa langue manquante, elle parvint à comprendre les mots suivants. « La porte est ouverte, la porte est ouverte », avant que l'homme fût totalement consumé et changé en cendres fumantes. Bob venait de vomir. Encore sous le choc, il tenta d'ouvrir la porte d'entrée, mais à peine avait-il touché la poignée qu'il fut projeté au sol sans ménagement. La porte venait de brutalement s'ouvrir, et sur le seuil se tenait une figure féminine, nue et couverte de cicatrices sanguinolentes. Des bourrasques d'un vent violent et surnaturel s'engouffraient à travers l'ouverture, frappant le visage de Bob et d'Estelle et retournant tout dans la maison. La panique gagna Estelle. Dans un geste désespéré, elle releva Bob et tous deux s'enfuirent en direction d'une autre pièce. En traversant en hâte le cadre de porte, Estelle se retrouva pourtant à nouveau dans le salon, face à la porte d'entrée. Horrifiée, elle vit Daphné toujours dans la brasure, un sourire dément lui fendant le visage. Bob et Estelle tentèrent à nouveau de s'enfuir dans une autre pièce, et cette fois cela fonctionna, mais au lieu d'arriver dans la salle de bain, comme Estelle s'y attendait, elle se retrouva au pied des escaliers. C'était à n'y rien comprendre. Elle était clairement en train de perdre la tête, incapable de continuer la lutte, terrassée par l'angoisse, le chagrin et l'incompréhension. Les jambes d'Estelle fléchirent et elle se laissa glisser au sol. Bob, qui tentait de la maintenir debout, la lâcha tout à coup. Comme l'improbable vent rugissait toujours, faisant voler papiers et petits objets tout autour d'eux, le vieil homme avait sous les yeux un spectacle impossible, qu'un esprit normal ne pouvait comprendre. Une forme, ou une créature, s'avançait vers lui. Du moins c'est l'impression qu'elle donnait. La chose semblait ignorer les obstacles matériels. Elle glissait à quelques centimètres du sol et par endroits, son corps disparaissait dans les murs, les meubles, avant de réapparaître. Ce corps, si l'on pouvait ainsi qualifier cet amas conique de matériaux translucides, était surmonté d'une tête
elle aussi conique et recouverte de filaments noirs, visqueux et épais, comme de gros vers grouillants. Le monstre émettait un bourdonnement intense qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Alors qu'elle continuait d'approcher, ignorant les obstacles qui la traversaient comme si de rien n'était, la créature étendit 2 bras terminés par des genres de mains composés d'une multitude de petits globes sombres, comme une grappe de raisin. Les dernières lueurs de lucidité abandonnèrent l'esprit de Bob devant cette vision inimaginable. Au moment où les grappes traversèrent le corps du vieil homme, qui commença alors à brûler, celui-ci affichait un sourire béat et riait. Estelle ne vit pas de ses yeux la fin de Bob. Elle s'était finalement enfuie dans les escaliers, trébuchant, tombant, dans une fuite enfiévrée. Le hurlement du vent, le vrombissement de l'air en présence du monstre, le rire fou de Bob, tout cela perçait l'âme d'Estelle, poussant sa santé mentale dans ses plus extrêmes retranchements. Elle courait d'une pièce à l'autre, animée d'une peur primitive, animale. Sans en être pleinement consciente, elle finit par se cacher dans un recoin de l'ancienne chambre de Pierre et Daphné. Elle se tassa du mieux qu'elle le put dans un coin, les bras autour des genoux, insensible au craquement de ses os et de ses articulations. Tremblante, terrorisée, à la limite de la folie, elle assista horrifiée et impuissante à l'apparition de la tête grouillante de la bête, puis de son corps, qui traversait lentement les lattes du plancher et se rapprochait d'elle, comme une abomination aquatique qui sortirait peu à peu de l'eau. La chose, l'être, étendit à nouveau doucement ses membres en grappes de raisin. La tête de la chose s'approcha du visage d'Estelle et celle-ci plongea les yeux dans les mouvements ondulatoires des filaments obscurs. À travers la masse ondulante, Estelle put voir l'infini, le début, la fin. Elle eut l'impression d'une éternité d'errance entre les astres et les dimensions. Elle vit des horreurs si indicibles, des splendeurs si inimaginables, que ses yeux finirent par se liquéfier dans leurs orbites. Et elle ne le sentit même pas, son âme ayant depuis longtemps quitté son corps, décomposé et recomposé 1 millier de fois jusqu'à la folie. Au moment où ses chairs commencèrent à se consumer, l'esprit d'Estelle avait déjà sombré dans une démence apathique. Elle ne cria pas, elle ne rit pas non plus. Une seule et unique phrase s'échappa de sa bouche. La porte est close. La porte est close.